faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Je suis avec Jacques Monclar et on part pour le 90e épisode du podcast NBA Extra. Bonjour, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et à tous, c'est pas mal. Mais oui, d'ici la fin des playoffs, on sera pas loin des 100. On démarre, on va commencer par parler du match 7 qui a eu lieu cette nuit entre Golden State et Houston. Coach, tu étais au commentaire de ce match. Golden State a eu le monopole du leadership dans ce match. Ils ont été en tête de bout en bout, je crois. Ils ont quasiment pas été menés. Et en fait, Houston, je ne sais pas s'ils sont passés à côté, mais en tout cas, Golden State, de son côté, a vraiment pas raté ce rendez-vous. On a senti vraiment l'expérience des Californiens sur ce coup-là. L'expérience, l'envie, l'intensité qui n'avaient pas été données ni dans le match 5 et le match 6. Les Warriors l'ont donné de manière étonnante. Les Rockets n'ont pas mis assez de paniers. 89 points. Surtout des paniers à 3 points. Les deux matchs où ils ont perdu, chez eux en plus, ils mettent 85 le Game 1 et 89 le match 7. Donc voilà, Jalen Green déchire en attaque, Van Vliet n'est pas efficace comme il l'avait été sur 4-5-6. Voilà, Şengün a été très bon, mais s'est étouffé en deuxième mi-temps parce que ça venait, les zones bidouilles zone match-up, de Steve Kerr ont bien marché. Ils ont été archi dominants au rebond. À un moment, je crois, et je pensais que ça allait faire basculer le match dans le milieu du troisième. Je me suis dit là, quand même, je crois que ça passe à 42-24. Au rebond, et ils avaient déjà 11 ou 12 rebonds offensifs. Donc ça a été une dépense d'énergie un peu inutile. Formidable match d'Amen Thompson qui est touché par des crampes à la fin et ça leur fait du dégât. Et puis les Rockets ont perdu la tête. Voilà, mais je pense qu'ils ont perdu la tête parce que les Warriors leur ont fait perdre la tête. Buddy Chavano Hield est devenu Buddy Game 7 Hield. Parce que le 6/7 de la première mi-temps à 3 points fait un dégât terrible dans le match. Il y a souvent des facteurs X dans les matchs 7. Eh ben, le facteur avec sa jolie casquette, il s'appelait Buddy. C'est certes un nom de chien, mais il a été formidable. C'est pas son vrai prénom d'ailleurs. C'est Chavano. Ouais, c'est ça. Hein. Chavano, ouais. Mais Buddy, c'est quand même beaucoup plus stylé. Tu sais que je le suis depuis un paquet de temps. Je trouve que c'est un talent formidable, très irrégulier. Match 6, 0-4. Ouais, c'était le bon soir match pour lui. 7, c'était son soir. Et c'est lui qui creuse l'écart, en fait. Qui permet à Golden State de creuser l'écart à un moment où Stephen Curry rentre quasiment pas de shoot, on le voit pas. Et en fait, c'est vraiment la définition du facteur X. Pour en revenir à Houston, c'est quand même finalement hallucinant d'avoir autant de rebonds, d'avoir autant de ballons de deuxième, de troisième chance, et finalement de même pas passer la barre des 90 points. Petit appel. Ça attendra. Ouais. On a l'émission juste après. C'est quand même dingue de prendre autant de rebonds et en fait de marquer si peu de points. En fait, c'est là que tu vois qu'il y a un gros problème en attaque du côté des Rockets, d'adresse, qu'il y a pas quand Fred Van Vliet en fait a pas un coup de chaud énorme dans le match, tu marques pas assez de points pour gagner un match de playoff NBA. Non. Et autant je suis un peu sévère sur le match d'attaque de Podziemski, surtout en deuxième mi-temps, il faut lui laisser le crédit qu'il a quand même été un Van Vliet. Il a été un Van Vliet et puis il a été important dans cette série. Même sur les zones, il le suivait. Van Vliet, c'est le baromètre de l'équipe. Et le baromètre était bloqué. Voilà. Et oui, c'était une gabégie d'attaque. Steven Adams, quand il rentre, il amène de la force, mais il n'est pas efficace. Bref, Jabari Smith a peut-être sous-utilisé, parce qu'en deuxième mi-temps... Et puis on l'a vu marqué par le coaching très serré de Udoka. Comme Steve Kerr a eu un coaching très serré aussi, Kuminga a été essayé, Quentin Post a été essayé, Moody a été essayé. Tous les trois n'ont pas trop performé, au moins en attaque. Parce qu'en défense, les Warriors... Gary Payton, en fait. Il n'a pas foutu les pieds sur le terrain. C'est ça, mais il a joué un peu dans la série, mais finalement, il n'a jamais apporté vraiment les garanties. Alors, toujours bien en défense. Il a gagné le match... le match 3, il est fondamental. Mais on a vu Steve Kerr
pianoté beaucoup finalement avec son effectif. Looney a été bon. Voilà, Looney, à part Kuminga qui est sorti de la rotation, qui a eu sa chance, je crois, dans le match 2 quand Butler est blessé, et on le revoit plus après. Match 3. Et on le revoit plus après. Pour en revenir à Houston, il y a un joueur qui symbolise pas mal de critiques ce matin, c'est Jalen Green, qui a remis un coup de chaud sur le match 2, si je dis pas de bêtises, 38 points. En fait, a été quasiment inexistant. C'est sa 4e année, et en fait, ça fait quasiment 2 ans qu'on voit pas de progression de sa part. Je suis pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord avec ça? Tu trouves qu'il progresse? Oui. Mais alors, tous ces gars qui sont sortis d'une formation Ignite, Exactement, Overtime, tout ça, Scoot Henderson, il est pas en avance. Non, il y a un peu en retard, oui. Ouais. Les deux Thompson, qui sont 2 avions de chasse formidables, ils manquent de basket encore, mais ils vont être dans les top 10 NBA assez rapidement, enfin, il faut le temps. Moi, je trouve que Jalen Green, il a connu le Houston n'importe quoi. Et l'arrivée du Doka lui a permis d'améliorer sa sélection de tir, d'améliorer son shoot extérieur, de se développer. Mais là, oui, il a tapé dans le mur. Mais sur la saison régulière, il avait été en grosse progression. C'est pour ça que je me permets de dire. Okay. Après, c'est un autre niveau. Sengun, qui a été très bon sur les playoffs, là, enfin sur le premier tour, il s'étouffe en deuxième mi-temps hier. Après, il ne faut pas oublier effectivement que c'est les premiers playoffs de ces joueurs. Et ils jouent face à des types qui ont un peu d'expérience et quelques séries derrière eux, les Jimmy Butler, les Curry, les Green. De Houston, ils vont mettre la tête de Green, de Draymond Green et de Steph Curry avec marqué Wanted. Ça fait 5 séries où Houston se fait éliminer. C'était le 6e match 7 de Steph Curry, qui maintenant est de Draymond Green. Et ils sont à 4-2. C'est pas mal. Tu vois, Jalen Green, je regardais sa draft, c'est la 2021, avec finalement des joueurs qui commencent à être pas mal référencés. Il y a Cade Cunningham qui avait été le first pick. Lui et Jalen Green étaient numéro 2. Derrière, tu avais Scotty Barnes, Franz Wagner, Evan Mobley, Alperen Sengun, Jalen Suggs. Est-ce que tu n'as pas l'impression que Jalen Green, dans cette liste, finalement, tu vois, si je te cite tous ces joueurs, Jalen Green, c'est celui que presque tu prends quasiment au dernier. Peut-être pas. Avec Suggs, il y a peut-être match, quoi, tu vois. Et encore, je sais que t'aimes bien Jalen Suggs. Ouais, j'aime bien Jalen Suggs. C'est le potentiel physique, c'est l'explosivité, c'est le côté spectaculaire et quelle est sa limite. Je comprends qu'ils aient pris ce pari, même si c'est vrai que les noms que tu donnes, j'aurais mis Evan Mobley plus haut, moi, mais... Non, c'était pas dans l'ordre, entre guillemets, mais voilà, je te donne à peu près les gros noms de la draft. Ah là, tu l'as pas mis dans l'ordre de la draft. Non, je l'ai pas mis dans l'ordre de la draft. Je m'en souviens plus trop. Mais... on en revient au highlight et la réalité d'un joueur. Et il faut il faut des échecs pour progresser. Oui, puis il faut des soutiers dans une équipe. Il faut des soutiers, il faut avoir aussi l'âme très entre guillemets, un chien. Jimmy Butler en face de lui... ça le dégonfle. Le Buddy Hield de hier soir, c'est un joueur All-Star sur ce match. Ah oui, sur ce match, oui, sacrément All-Star. Ouais. Voilà. Il n'a pas la culture du basket encore. C'est pour ça que cette équipe de Houston, autant je ne prends qu'à moitié la jeunesse de Détroit par rapport à tout ce qu'ont pu apporter les vétérans. Là, Houston manque de stabilité. Je me disais, il faut qu'ils prennent un grand 3-4 de haut niveau pour passer un cap. Il y en a peut-être un qui est sur le marché cet été du côté de Phoenix. Probablement. 3-4. Il est grand en plus. Oui, il est assez grand. Et puis il est fort en attaque pour mettre des points tout seul. Et quand il y pense, c'est un formidable défenseur aussi, même si comme LeBron... Oui, là, c'est un peu moins. Oui, en vieillissant. Il donne moins en défense. Mais voilà, typiquement, Houston, cet été, il faut tenter quelque chose pour apporter un peu d'une étincelle en attaque. Parce que c'est de ce côté-là, en fait, qu'on. Mais ils vont avoir des choix à faire. Ils ont 2 joueurs free agents. C'est Steven Adams, qui apparemment est une de leurs priorités, et Fred VanVleet. Alors, je lis ici ou là, partout, la presse américaine, oui, il n'est pas dans le projet du futur. Mais les gars, dans une colonie de vacances, il y a un moniteur. Voilà. Donc même si c'est pas le premier meneur, même s'il a des matchs où il est absent, à la fois parce qu'il peut passer à travers ou qu'il est blessé, Rich Shepard est
fait pas la maille derrière. Hein, on n'a rien vu cette année. Non, il n'a jamais eu la confiance d'Ime Udoka. Il y a ça aussi, c'est que quand Van Vliet est pas sur le terrain, c'est Green qui monte la balle. Et ça, on a vu que c'était assez compliqué quand même à plusieurs reprises. Donc, c'est pas une équipe finie, c'est une équipe qui est passée de la 11e place à la 2e place, qui se fait tordre par des spécialistes quand même, du genre les Warriors, après avoir fait une très belle série. Faut être honnête, il n'y a pas grand monde qui voyait, ne serait-ce que Houston, pousser les Warriors au Game 7. En vérité. Je te parle même pas de quoi ils étaient menés 3-1 ou quoi, mais au début de la série... 95% des spécialistes ou des gens qui suivent l'NBA disaient Golden State devrait passer, pas tranquillement, mais on voyait pas ça, pas ça aller en 7. Je vais pas te dire l'inverse, puisque moi, j'allais plus loin. Oui. Je pensais que 2, 3, 4 allaient se faire éliminer par 5, 6, 7. Bon, c'est pas passé le truc, puisque Denver a fait une magnifique performance et il y a eu le choc des Clips. Et Doc Rivers n'était pas là en plus, mais... non. Et puis alors si on change un peu là... Ouais, on peut passer à l'autre match 7 du week-end. La défense de James Harden, qui c'est vrai est passée à travers. C'est vrai que c'est la 4e franchise avec laquelle il perd un match 7. C'est quand même, ça marque un peu. Ça fait beaucoup, ouais. Mais tu connais le plus-minus de Kawhi sur ce match? Non, je l'ai pas en tête, mais il est pas fameux. Non. Moins 33. Voilà. Alors ça, il est pas fameux, docteur. Hein. Non, mais après, tous les Clippers sont passés à côté. On peut passer à ce match 7-là. Denver a fait le match qu'il fallait à domicile, contrairement à Houston. Et en fait, les Clippers sont passés... je ne sais pas si les Clippers sont passés à côté ou si les Nuggets ont vraiment très très bien joué ce match, parce que je les ai trouvés vraiment excellents, les joueurs j'allais dire de Michael Malone. Moi, je veux bien, James Harden a déchiré, mais il faut donner du crédit à ce que lui a fait Christian Brown. Qui est excellent. Qui a été quasiment le meilleur joueur sur le terrain. Bon, le Joker a fait du Joker sans en rajouter. Il a été touché par les fautes à un moment. Il commence par 0 sur 5 au tir, il finit à 6 sur 14. Voilà. C'est pas si mal. Non, c'est bien repris. Oui, c'est repris. Ceux qui ont été excellents, c'est Gordon, c'est tous autour, là. Ils ont fait un vrai match sur un petit effectif et ils ont cassé la tête aux Clippers. Et c'est presque ça qui est étonnant, c'est que dans cette série, on pensait que l'effectif très fourni des Clippers pouvait, à la longue, en fait, faire mal à Denver, qui a une rotation quand même assez courte, avec finalement peu de joueurs d'impact sur le banc, sauf un, surtout, Russell Westbrook. Et au final, c'est Denver qui a une rotation beaucoup plus serrée, qui a fait exploser les Clippers. Oui, mais en première mi-temps, tu as un super passage qui met 8 points quasiment de suite de Peyton Watson. Ça aussi, je l'avais oublié celui-là. C'est un facteur X de ce match, complètement. Non, j'ai trouvé Michael Porter Jr. qui ramait en première mi-temps, fait une très belle deuxième mi-temps. Donc tous étaient bons. Je pense que ce qu'a fait Denver là, c'est la réaction d'une équipe où David Adelman, il faut lui donner ce crédit-là, a su laisser l'équipe s'organiser un peu autour du Joker, qui est très vocal, qui a jamais été aussi vocal, et même avec les arbitres d'ailleurs. Voilà, c'est une belle récompense pour Mile High City et pour cette franchise qui méritait pas ça. Après les Clips, c'est dommage. Mais il manque un poste 4. Tu leur mets Jabari Smith, ça change tout. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui pensent que Jabari Smith a un bel avenir s'il est plus utilisé ou mieux utilisé, en tout cas avec plus de responsabilité. Il y a un sacré potentiel chez ce joueur. À un autre endroit, tu leur mets Cam Johnson. Ouais. Cam Johnson, ça peut être bien. Ça, ouais. C'est le complément qu'il leur faut. Le meilleur poste 4. Alors, ils mettent Kawhi en 4, mais Kawhi en 4, celui qui a été monstrueux physiquement pour Denver, c'est Gordon. Lui, c'est un buffle, comme j'ai rarement vu quand même. Et qui s'oppose à Gordon? Kawhi. Et il le paye en attaque. Ouais, parce qu'il est un peu léger, il fatigue beaucoup. Nico est le meilleur 4. Ouais, mais c'est problématique parce que Nico Batum, il lui manque quand même quelques centimètres pour assumer. Et du poids. Et puis il a au bout d'un certain temps aussi, il a quelques printemps aussi derrière lui, Nico Batum. Oui, même si ça, c'est un athlète nickel. Oui, mais Tyronn Lue n'a pas osé le lancer dans le 5 en fait sur ce match. Il a changé, il met Chris Dunn sur le banc, il met Derrick Jones Jr.
Et, qui a eu un bon passage en arrivant ouais, et qui s'est étouffé. Et c'était la correspondante de TNT qui diffusait le match qui disait que il avait hésité un peu Tyronn Lue, mais qu'il aimait mieux avoir Nico Batum sur le banc pour s'ajuster tout de suite en fonction des événements et le faire rentrer. Je comprends le cheminement. Bon, il le met au départ dans le deuxième mi-temps. Oui, voilà. Et deuxième mi-temps, il remplace Derrick Jones Jr. Exactement. Je comprends. Pour un coach, c'est toujours avoir un banc puissant ou un banc qui t'apporte quelque chose, c'est rassurant. C'est rassurant. Et il n'y a pas de Ben Simmons d'ailleurs sur ce match 7. Il n'a pas joué une minute. Parce que tu vois... Mais les gars comme Amir Kofi... et lui, il a disparu. Et ouais, ils font des choix de rotation. Et de l'autre côté, le banc de... Bon, je t'ai parlé de Peyton Watson, mais Russ West... voilà, lui est exceptionnel. Puis en plus, contre l'Eclipse... il avait des choses à dire. Qu'est-ce qu'il est vocal à chaque action, dès qu'il fait quelque chose d'un tout petit peu positif. C'est un moulin. Enfin, c'est un mec. Il a toujours été comme ça, mais là, il est de plus en plus. C'est un mec quand même. Alors, il est spécial, il fait des grosses bourdes, il est distrayant, il est attachant, il est fatigant. Il est très très fort aussi quand même. Mais on n'a pas le droit de traiter ce joueur qui a été quand même MVP, qui a fait des choses comme l'a fait Calvin Booth et le patron, c'est Josh Kroenke, je sais plus. Ouais, c'est Kroenke, tout à fait. Chez Walmart. Le lendemain du limogeage de Michael Malone, ils ont dit en gros, on veut plus voir Westbrook sur le terrain, on veut voir Pickett, Watson et tout ça. Bon, il l'a fait un match, et puis il est revenu à la logique, et je pense que là, c'est un groupe qui est au bord de l'autogestion. Tu penses que Dave Adelman n'a pas énormément de prise sur ce groupe ? Je pense. Mais qu'est-ce qu'il va faire d'autre tactiquement que ce qu'a fait le gars avec qui il a travaillé ? De toute façon, c'est ultra limité les options de Denver. Avec l'effectif qui est en place, t'as pas beaucoup de choses à proposer. Et puis il a bossé avec Michael Malone pendant des années. Il est dans la continuité. Oui, ça fait très longtemps qu'il me semble qu'il est dans le staff. Donc, oui. Et il était contacté par Sacramento, où son père a été coach d'ailleurs. Rick. Un petit peu, oui, Rick Adelman. Voilà, donc non, il fait son boulot, mais c'est très délicat quand même. Comme situation, c'est l'équipe de Michael Malone. Et Oklahoma City, c'était l'équipe de Russell Westbrook. Et là, il va y avoir du coup un Denver-OKC en demi-finale de conférence. Alors moi, tout de suite... Je me disais, le vainqueur de Denver Clippers pourra vraiment proposer un gros défi à Oklahoma City. Le problème, c'est que ça a été en 7 d'un côté, et de l'autre côté, le Thunder, il est revigoré, il est reposé, il va arriver peut-être un peu rouillé parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, mais ça va peser quand même dans les jambes, ces 7 matchs pour les Nuggets. Oui, ils étaient peut-être trop, on verra. Ils étaient à la maison. Ils ont, contrairement aux Warriors qui vont aller directement de Houston à Minneapolis. Ils avaient pris leurs affaires. Tu avais vu les déclarations que j'avais trouvées un brin osé quand même de dire on a pris les affaires, on fait Houston et après on est prêt à aller à Minnesota. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent ? Non, mais il fallait mieux le gagner du coup le match 7 parce qu'il passait pour des ânes sinon. Ils remplissent le Kangoo qui font partir de San Francisco avec les affaires pour les 2 matchs suivants. C'est ça. Il faut un gros Kangoo. Ouais, faut un gros Kangoo, un gros partenaire les trucs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, mais ça fait partie. Mais tu le gagnes, donc c'est bon. Ça fait partie de l'intox. Ouais, mais moi quand j'ai vu ça, je me suis dit putain les Rockets. Ils vont arriver, mais avec les dents qui rayent le parquet, et en fait, pas tant que ça. Vouloir n'est pas toujours pouvoir. Et Jimmy B avait dit, on va gagner ce match en équipe, en copain, parce qu'on est les Warriors, parce qu'on est plus fort. C'était beaucoup plus violent que au cas où on gagne, on emmène les affaires. C'est vrai. Bon, voilà, ça, moi, ça me gêne pas, tu vois, ça me gêne pas. Et il y en a un dont j'ai pas parlé pour les Warriors, qui a fait un match de mammouth, même s'il a eu un geste un peu déplacé à un moment, c'est Draymond Green. Draymond Green, il des points au départ. Il fait 2 sur 2 à 3 points. Les équipes posent des pièges. Chris Dunn, par exemple, des Clippers. Denver, en gros, ils lui ont dit, vas-y, mon grand, shoot. Si tu les mets, tant mieux pour toi, mais nous, on s'en fout. Voilà. Ils ont fait ça un peu avec Draymond Green, mais le problème, c'est que l'animal en a mis. Mais surtout, il les met souvent, face au panier. Il a souvent des zones très ouvertes, vraiment pile devant le panier, en ligne droite, et il les met. De face, en mode trailer. Tout à fait. En mode positionnement Jokic. Et puis l'histoire de Buddy Hield, qui est un joueur irrégulier. Peut-être que les 3 matchs suivants, il va pas foutre un paneton. Mais là, c'était
du grand Buddy. Pour revenir sur la série Nuggets-Thunder, premier gros test du coup pour Oklahoma City. Est-ce que tu as des doutes sur l'attaque demi-terrain du Thunder face aux Nuggets, sur la façon dont peut-être Denver peut amener cette série, si OKC arrive à moins courir, à avoir moins de transition, de points faciles entre guillemets sur contre-attaque, ça peut... Est-ce que Denver a une chance dans cette série ? Je te pose la question plus clairement. Alors moi, je vais te tourner le problème dans l'autre sens. C'est est-ce que Denver est capable, sur mi-terrain, ou en attaque calme, de passer la défense d'OKC ? Parce que la défense d'OKC, elle est rude. Elle est dure. Sur le Joker, ils ont 2 joueurs. 3 même, avec Jalen Williams, voire Kenrich Williams, et ils vont envoyer Hartenstein et Holmgren. Qui sont 2 sacrés défenseurs. Voilà, et puis les défenses combinées, tout ça. Shea est un formidable défenseur, Jalen Williams en est un aussi. Les mecs sur le côté défendent tous et ils ont de la niaque. Bref. Ça va être Dort, Jamal Murray aussi, ça va être à suivre parce que... Oui, le Greens Dort qui est un monstre en défense. Enfin bref, je suis pas sûr, pour reprendre ton truc, que ça soit un vrai test. S'ils sont pas capables de s'imposer contre Denver, allez, 4-2, 4-1, ce sera un signal comme quoi il faut qu'ils élèvent leur niveau de jeu pour jouer Minnesota et les Warriors, et surtout Boston, Cleveland, New York, Indiana. Non, j'ai cité les 4. Ouais. Il faut faire attention. Et respecter toutes ces équipes, parce qu'on synthétise vite les niveaux des uns et des autres, mais dans une série, et puis là ça fait 2 semaines que les mecs, sur ce qu'on fait match 7, ils respirent le même adversaire, le même machin, les trucages. C'est très fatigant d'être bon, d'être efficace tout le temps contre les mêmes mecs. C'est très très fatigant, et il faut être patient, il faut être résilient, comme ils disent tous, et il faut être intelligent. C'est ce qu'a montré Steph Curry hier, qui est en galère à 0,4, 0,5, qui met un panier 10 secondes avant la mi-temps, juste avant que Chavano, il nous en envoie un quasi du milieu. Et ce passage fait mal à la tête des Rockets. Voilà, il faut être intelligent et intelligent Steph. Il faut avoir un short bien équipé, et puis avoir un coach qui t'aide à prendre des temps mort fatigue, à couper les runs de l'adversaire. Steve Kerr hier a fait un grand match aussi, un très très grand match. On passe à l'autre demi-finale de conférence à l'Ouest. On a pas mal parlé de Golden State. Minnesota qui va se proposer aux Warriors. Est-ce que tu es d'accord pour dire que Minnesota, en gros, je schématise un peu, mais c'est Houston en plus fort, et surtout avec un joueur star que n'ont pas les Rockets en attaque? C'est exactement ça. Peut-être encore plus fort à l'intérieur, parce que Nasrid, Rudy et Julius, ça usine quelque chose. McDaniels est très physique. Alors non seulement, ça ressemble à Houston, mais on disait de Houston et des Warriors, c'est une opposition de style. Elle est encore plus marquée avec les Wolves, qui eux, alors grands bénéficiaires de l'exploit de la bande de Steve Kerr et Curry, c'est qu'ils ont l'avantage du terrain. Ben oui, du coup ils récupèrent l'avantage du terrain qu'ils n'auraient pas eu face à Houston. Dans l'histoire de la Ligue, je pense pas qu'il y ait eu souvent des demi-finales de conférence entre 6 et 7. Non, ça doit être très ça rare. doit être très très rare. Ouais, j'ai pas été mettre le nez parce que j'ai quand même fini un peu tard. Ouais, non, mais surtout que il faudra regarder du côté d'ESPN ou peut-être dans l'émission, je sais pas s'ils ont cherché la stat. Mais 6 et 7, c'est vrai que ça arrive pas souvent. Je vais leur dire en sortant qui jette la NASA. En plus eux ils sont un peu en deuil, la NASA, parce que la NASA, c'est à Houston, quoi. Donc ils voulaient pas travailler ce matin, les animaux. Il y a un homme forcément qu'on va suivre attentivement dans cette série, qui a été énorme au premier tour, qui avait déjà été énorme la saison dernière contre Phoenix au premier tour. C'est Anthony Edwards, le prochain MVP américain de cette ligue. Je prends le pari. Anthony Edwards, est-ce que tu es conquis par son niveau de jeu, son leadership, le fait qu'il soit plus collectif, que c'est un patron qui fait des passes, il sait quasiment tout faire. Maintenant, j'ai l'impression Anthony Edwards sur le terrain, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 2 ans. Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. T'es beaucoup d'accord avec moi aujourd'hui. Le seul bémol que je vais y mettre, c'est une forme d'immaturité. Et il faut pas qu'il craque. Il faut qu'il reste
dans la trame collective. Il a un rapport excellent avec Chris Finch, Pablo Prigioni, tout le staff. L'ancien meneur argentin champion olympique, pour ceux qui ne le sachent pas. Qui a joué au Knicks en fin de carrière. Oui, qui a joué en Europe, au Barça, beaucoup en Europe. Enfin bon, pas mal de clubs. Vitoria, longtemps. Moi, j'ai surtout vu au Knicks parce que je ne suivais pas trop l'Euroleague à l'époque. Voilà, il faut Oui, bien sûr. Alors, l'Amérique cherche un visage. Depuis Harden, ils ont pas... Mais il faut pas se précipiter. Les deux frères Thompson m'ont impressionné dans les séries. Mais Anthony Edwards, et c'est vrai, le leader, et il a une personnalité très attachante. Il a un jeu très explosif, très spectaculaire, mais il faut qu'il reste sobre. Et t'as l'impression qu'en fait, il est tout le temps à 100% et qu'il dit encore meilleur quand il passe à 120, mais c'est un peu la cocotte minute. Ouais. T'as peur que ça explose à un moment et là, ça peut partir un peu en vrille. De temps en temps, ça se met à siffler. Voilà, c'est ça. Comme une cocotte minute. Exactement. Non, mais ça, tu vois, le duel, le match-up Anthony Edwards, Jimmy Butler, c'est presque un peu sous forme de passation de pouvoir. Ouais. Enfin, je sais pas, cette série, elle est quand même ultra excitante, je trouve. Ouais, tellement opposition de style. C'est à l'extrême, quoi. Est-ce que les Warriors ont laissé à Houston, s'ils laissent la même chose à Minnesota, ça va pas du tout se passer de la même façon. Est-ce que McDaniel sera aussi bon ? C'est une des clés. Est-ce qu'à la main, ils vont tenir la marée avec Conley ? On disait la même chose face aux Lakers. Est-ce que Mike Conley, finalement, il a très peu joué. Même il a très peu joué, finalement, Mike Conley, dans cette série. Enfin, il n'a pas beaucoup joué dans cette série. Enfin, il y a une fois où il met le panier, ils étaient... Parce que moi, je veux bien Anthony Edwards, là. Je le trouve très fort, très bien. Le match 4... Non, le match 5, quand il se qualifie, il fait un pourcentage abominable. 5 sur 19. Bon. Et Minnesota gagne quand même. Bon. Ça va. Bon, tu vois, quand même, c'est que c'est pas que lui. Hein, on est d'accord. Parce que là, t'as Rudy Gobert qui sort peut-être son meilleur match en carrière en play-off là aussi. Encore, c'est Chris Finch qui a out-coaché son opposant, qui l'a totalement out-coaché, parce que le jeu depuis le poste médian, comme fait par exemple Aaron Gordon avec Nikola Jokic avec Aaron Gordon, comme fait Şengün avec Amen Thompson, et ben ils l'ont fait entre Julius, Naz Reid, Anthony Edwards, de temps en temps, depuis le poste haut, un tout petit peu plus bas, pour attraper Rudy qui était tout seul en dessous. Ce qu'on leur reprochait de pas assez faire justement sur beaucoup de matchs. On verra le cumul de minutes. Hier, Looney a joué, Quentin Post est rentré, mais il n'était pas invité là. Je pense que contre les Minnesota, il va être obligé de donner en cumul entre 30 et 40, entre 33 et 38 minutes cumulées aux deux. Parce que hier, je te répète, ils ont failli passer à rendre leur avantage et tout. Il a fallu une crise de Steph Curry, il a fallu un excellentissime Jimmy Butler en deuxième mi-temps dans les paniers qui font mal à la tête. Mais voilà, quoi. Ce qu'ont proposé les Lakers, et on apprend que LeBron, en plus, n'aurait pas pu jouer en demi-finale de conf, puisqu'il a une entorse d'un ligament du genou, et qu'il en a pour un mois, enfin 2-3 semaines, un mois, et qu'à son âge, il faut faire gaffe. Voilà, LeBron en deuxième mi-temps, dans le dernier quart-temps, il peut pas jouer. Et comment, enfin bon... Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas eu de fatigue, comme ils disent. No fatigue. Oui, mais enfin, quand tu te pètes, c'est qu'il y a fatigue, hein. Il rentre, enfin, il y a... Il n'y a pas besoin des déclarations. Je ne vais pas revenir sur le coaching, mais il y a eu des choses bizarres de fait du côté des Lakers. Et je pense que mettre Maxi Kleber, qui n'avait pas joué depuis le 25 janvier, et pas avec cette équipe-là, c'était quand même un pari, c'est de la roulette russe, ça. Jackson Hayes, il est comme il est. Quand je vois que dans les recrues, on parle de Nick Claxton, quelle est la différence entre Nick Claxton et Jackson Hayes? Vanderbilt est un bon joueur. Gabe Vincent est un bon joueur. Je pense que pour 2 minutes de respiration des uns et des autres, Dalton Connect, que personnellement j'appellerais Dalton Next,
Bah, moi, je parle On pas... dit bien les Knicks. Oui, on dit bien les Knicks, oui. Bon, bah, c'est les Necht, ou Necht. Voilà, tu Necht, si tu veux. Necht, plutôt, oui. Bon, enfin, bref, tu peux lui donner 2 minutes, quand même, pour faire respirer un gonze. Enfin, c'est ça. Et puis, surtout, heureusement qu'il n'y a pas de suite pour eux, parce qu'il aurait eu du mal à les remettre en route. Ah bah, 2 jours après, oui, s'il fallait non, jouer... puis de mettre en route le reste de l'équipe. Ah oui, bah là, t'as perdu un peu ton groupe. Quel est le message que tu donnes quand tu fais ça? Alors, ou il leur avait dit avant, ce dont je doute un peu, ou c'est quand même un truc humiliant. Je sais que J.J. Redick est habitué à pas trop jouer, mais qu'il est toujours resté prêt, que c'était un joueur d'une dévotion au basket formidable. Mais quand même, il y a des messages qui sont lourds, quoi. Il a fait des erreurs, J.J. Redick, et il faudra qu'il apprenne de ses erreurs pour sa deuxième année. Toutes les équipes éliminées, là, disent « Ah, il a gagné 50 matchs. Ah, il a gagné 50 matchs. » Mais pas que les Lakers. Entre 2 et 8, ils ont gagné tous 49, 50, 52. Donc tout le monde a gagné 50 matchs. Mais il y avait des pipes en fond de classement comme Utah, par exemple, où, oui, tu montes... Mais la stat la plus importante pour les Lakers sur les 3 dernières années, c'est 2 victoires pour 14 défaites. 14 défaites en play-off. Ils ont pris 4-1, 4-0, 4-1 sur les 3 dernières séries de play-off qu'ils ont jouées. Depuis la finale de conférence, ouais, c'est ça, 12-2. Je crois que c'est 12-2. Par Denver, c'est souvent Denver qui les a attrapés. Oui, mais ça, c'est pas la faute de J.J. Redick. Hein. Il y avait non, bien sûr. Mais sur cette série, 4-1, ça fait un peu lourd. C'est qu'il n'y a pas de série. Exactement. Oui, non, parce qu'en plus, il n'y a pas que des matchs serrés, quoi. Donc, le premier match... C'est pas Knicks Pistons, tu vois. Non. Le premier match a déterminé beaucoup de choses. On termine avec Indiana, qui a pris le match 1 cette nuit. Un peu contre toute attente, ou pas tellement, je sais pas trop, parce que j'ai l'impression qu'on sous-estime toujours les Pacers, qui sont quand même finalistes de conférence en titre, comme Minnesota finalement, et qui ont pris ce match 1 à Cleveland, j'aimerais dire en bonhomme, quand en patron, c'est-à-dire que Cleveland a eu l'occasion de passer devant, de revenir, ils ont couru après le score, ils ont mené, et en fait Indiana s'est jamais vraiment inquiété, a toujours mis les paniers qu'il fallait au bon moment, les 3 points qui font un peu mal à la tête, qui ont calmé la salle, Nembhard, Aaron Nesmith. Super perf des Pacers. Ils ont 4 joueurs à au moins 17 points. Oui, et puis avec un fort Haliburton. Et un très fort Haliburton. Alors on va me dire, Donovan Mitchell a mis 33 points. Oui, mais il ne mettait pas à 3 points. Et 1 sur 8. Quand il ne met pas à 3 points, il est moins efficace. Je ne comprends pas comment ils ont fait pour arrêter de servir Evan Mobley et Jarrett Allen. Je ne comprends pas. Un garçon comme Ty Jerome, qui a du temps de jeu, puisqu'il n'y avait pas Garland, et c'est un élément fondamental à la sortie. Shoot 20 fois. Alors oui, il fait des cartons des fois, mais 20 fois, il joue 27 minutes, il shoot 20 fois. Il faut se calmer. T'as 2 mecs qui leur marchaient dessus. Enfin, au départ du match, Mobley, Allen, ils dominent Turner, Siakam. Et en deuxième mi-temps, Turner-Siakam élève leur niveau. Le petit passage, tu vois, des petits passages courts, mais ça compte tellement dans les playoffs de Thomas Bryant. Il fait du dégât. Nesmith a fait un match énorme. Haliburton a été très bon, mais alors Nembhard a été fantastique. Il a été fantastique, ils ont mis dedans à 3 points, eux. Et Cleveland... on l'avait dit ça avant, c'est un peu, il joue contre un miroir. Hein. Oui, un peu, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais on t'en parlait au début, l'absence de Garland, elle est quand même très préjudiciable. Il a raté les 2 derniers matchs contre Miami, il rate celui-là, il est en day-to-day. On pensait peut-être qu'il pourrait revenir pour ce match 1. Je pense que ça sera pour le match 2, mais ça semble assez clair, c'est que sans lui, les Cavs sont vraiment pas bien dans cette série. Il faut qu'ils reviennent. Ils ont moins de régularité à 3 points, bien évidemment. Et je vais je veux pas être méchant, mais ils ont moins de cerveau. Sans Garland. Ouais.
Mais c'est l'intérêt d'avoir un meneur de jeu sur le terrain, souvent. Voilà. Et que Mitchell est plus efficace parce que hier, il met des points en pénétration, mais ils oublient Mobley et Allen. Et tu vois, Donovan Mitchell, on lui tombe souvent dessus. Hier, il fait un super match, mais en fait, il en a fait plein des matchs comme ça où il cartonne et son équipe perd parce que soit il est trop seul, soit il veut trop en faire, soit à côté, c'est pas au niveau. Soit il s'isole. Mais il aime bien endosser le costume de sauveur, il en est capable. Mais hier, finalement, les 33 points qu'il met, pour le coup, ils servent à rien, quoi. Après, en même temps, c'est un peu lui qui les maintient parce que sinon, ça peut exploser à un moment. Oui. Même la salle, après la saison régulière qu'ils ont eue, alors attention, hein, la série, elle fait que commencer. Après la saison régulière qu'ils ont eue, la salle a pas poussé. Et Dieu sait, Rémi le disait dans le commentaire avec Chris, c'est une des salles où j'ai eu le plus mal aux oreilles. C'est vrai. C'est vrai, la Rocket, puisque maintenant c'est la Rocket Arena, je crois, ou Center, bref. Elle est bruyante. Et là, hier, ils ont pris un coup sur la carafe. C'était aussi le message que passait l'équipe, qui était un peu suffisante. Et le fait de dominer dedans, comme ça, au départ, voilà, il n'y a jamais eu l'alternance intérieur-extérieur. Et après, à l'extérieur, ils ont pris, à l'image de Donovan Mitchell, des responsabilités pour driver, pour ceci, mettre des points. Mais de l'autre côté, c'est resté serein. Rick Carlisle a fait un gros match aussi. J'ai été surpris qu'au départ, Kenny Atkinson rentre avec Merrill, Strus et Mitchell. C'est petit. En tout cas, c'est pas fait. Je pensais que faire rentrer un soutier comme Okoro, voire même DeAndre Hunter, et surtout DeAndre Hunter, mais on en revient au fait d'avoir un banc fort. Et sur ça, Hunter, il est important. Il est très important. Ouais. Donc tu vois, c'est des jeux de rôle, des parties d'échecs, de stratégie, c'est passionnant les playoffs. Et je te répète, quand tu joues contre les mêmes mecs, c'est dur. Donc il faut que ton coach te donne à manger, te donne des solutions. Il faut que toi, tu sois focus. Voilà. Et physiquement là, bien sûr. Mais oui, c'est décevant pour Cleveland. Ils ont dû prendre un coup sur la carafe. Ils vont jouer le match 2 sous pression contre une équipe. Alors aussi, si j'avais un truc à dire là-dessus pour terminer avec ça, je pense qu'Indiana est la dernière équipe contre qui il faut jouer à la courette. Qu'est-ce que je veux dire à la courette? C'est-à-dire sur de la relance, ils sont trop forts. Mais Liberton, il adore ça. Et puis Siakam de cercle à cercle, bien c'est sûr. Un enfer pour le... Voilà. Puis le Miles Turner en trailer, tu sais, à 3 points. Et qui peut shooter externe. Non, il faut pas jouer à la courette avec Indiana. Ça... Non, mais ils savent faire. Hein. À la base, c'est une équipe qui faisait beaucoup ça. Ils nous avaient surpris parce qu'ils s'étaient mis à très bien défendre. Mais si tu leur proposes du jeu rapide, ça leur va très très bien. Et regarde la trajectoire d'Haliburton qui ressemble à celle de l'année dernière où l'année dernière il avait été All-Star, après il a été moins bien, il a refait des playoffs. Là cette année il a fait des playoffs formidables. Cette année il a été quand même bien en travers après Team USA. Il n'a pas été All-Star et depuis le All-Star il monte et il est en train de faire partie de ces joueurs qu'on aime ou on n'aime pas. Hein. Il a un shoot dégueulasse, tout ce que tu veux, mais c'est partie de ces joueurs qui sont meilleurs en play-off qu'en saison régulière. Ouais, et oui, c'est exactement ça. Et puis en plus, on l'a mis, tu sais, le petit soupçon de motivation en plus, là, avec soi-disant, enfin, le vote du joueur le plus surcoté de la Ligue. Et tu sens que ça le travaille, mais dans le bon sens. Il a vraiment des choses à prouver, il le dit, et il se rate pas. De toi à moi, ça fait pas plaisir. Hein. Bah non, ça fait forcément pas plaisir, mais en plus, ça veut rien dire, en plus, surcoté. Ouais, oui, mais il faut bien que quelques mecs fassent parler d'eux en disant des trucs. J'aimerais savoir combien de joueurs ont vraiment voté pour ce truc, tu vois, sur tous les joueurs de la NBA, combien de joueurs ont voté. Et dans quelles circonstances? Voilà. Peut-être en déconnant, peut-être en disant tiens, ils nous enquiquinent. Ils ont fait voter que le joueur de Milwaukee, en fait, c'est pour ça. Alors si lui, il est surcoté, on va dire qu'Indiana, globalement, est sous-coté. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, mais clairement. Bon, on parle pas trop de Boston-New York, match 1 cette nuit. Vous en avez parlé pas mal avec Baptiste, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. J'ai écouté vendredi. C'est que Joe Holiday est de retour. Voilà. Ouais. Pas une bonne nouvelle pour Brunson. Un truc aussi pour Garland qui peut être un danger, c'est que l'orteil, c'est embêtant. Si un mec te tombe dessus qui fait 120, 125, 130 kills, voilà, tu vas chanter la Traviata. Je sais pas quel orteil c'est. Orteil gauche.
Gros orteil du pied gauche. Donc c'est celui qui potentiellement peut se faire écraser. À l'intérieur, il va avoir une poupée Barbie à l'intérieur de la godasse pour protéger. C'est pour ça qu'il y a certains modèles qui avaient des coques à l'avant, par les chaussures. Exactement, ouais. Type Superstar, pour pas les citer. Et ça évite quand tu vas au milieu des big men et qu'il te retombe un grand. Alors peut-être qu'il retombe pas de très haut, mais quand même, quand ça fait arrive, du poids quand même. Ça fait du poids, t'as un Jokic qui te marche sur le pied, mon Dieu. T'as pris 2 pointures sur le coup. Exactement, le pied qui gonfle. Écoute, on a fait le tour. Juste comme ça, allez, est-ce que ton favori de chaque conférence pour aller en finale NBA. Après ce premier tour de ce que tu as vu, tu restes... me dis pas 2, 4, 6, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Non. Je maintiens mon prono de départ. Boston favori, au complet, Boston favori devant tout le monde. La finale OKC-Boston me paraît une probabilité importante. Après, mon petit cœur new-yorkais, il sait que j'adore Boston. Pendant 10 jours, je vais pas les aimer. 12 jours, j'espère le plus longtemps possible. Parce que il faut que ça dure un peu. Pour les Knicks, ce serait... À 4-2, ils ont réussi leur saison. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Boston, il y a une série qui vient de sortir sur une plateforme de streaming. J'ai pas commencé à la regarder, mais j'en ai entendu beaucoup de bien et je vais me lancer dessus, je pense, cet après-midi. Je sais pas si tu l'as vu. Je sais plus comment ça s'appelle, Boston. Il y a Boston dans le titre, ou Celtics. Tu l'as vu ou pas? Non, tu regardes mais regarde, c'est sur, je vais pas citer, mais c'est sur un truc très connu et apparemment c'est excellent. C'est en 10 épisodes sur l'histoire des Celtics. Là je suis pas mal. Et t'as du Pat Riley dedans, t'as beaucoup de gens, t'as ceux qui aiment et ceux qui aiment pas Boston. Il y a ceux qui détestent. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas Boston aux États-Unis. Oui, chez moi, il y a 2 places de parking et celle où je ne vais pas, elle est réservée. J'avais pris un truc. Only Celtics fan parking reserved only Celtics fan. Voilà, Boston est une formidable ville de sport comme Houston et la rivalité entre les 2 franchises, elle est plus de ville que d'équipe parce que les palmarès sont incomparables. Mais je serais pas surpris que Boston aille au bout pour défendre son titre et que le tremblement de terre que ça serait contre OKC, ça serait mignon. Après, Minnesota a un profil de trublion magnifique, mais il va falloir qu'il se défasse du poil à gratter illustré par la vieille garde de Dre Green, Steph Curry, bien sûr, et Jimmy B. Et quand il trouve un peu de Zemski, un Buddy Hield, un Moody, un Quentin Post qui peut te faire 5 sur 7 à 3 points. Ils ont fait un revival de Looney. Kuminga a un peu joué, pourquoi pas. Il y aura besoin de son physique contre Minnesota. Peut-être. Voilà. Il était bien en défense. En attaque, il était un peu dans le désordre. Voilà. Mais c'est passionnant, tout ça. Et oui, et on a hâte que ça se poursuive. Tous les matchs d'ailleurs, tous les matchs de play-off restants sont sur BeIN en direct. Oui, depuis les demi-finales de conférence, là c'est parti, on les a tous. Donc restez éveillés. Et puis reposez-vous quand vous le pouvez parce qu'il y a beaucoup de basket. En espérant que les week-ends, la NBA mette un peu des matchs à horaire européenne ou autre. Le match 4 de OKC Denver, match 4 dimanche à 21h40. Voilà, je serai pas là, moi, parce que je fais un petit break avant de finir les 2 dernières semaines et puis partir là-bas. Mais ouais, c'est bien. Tu vas voir, c'est super sympa Oklahoma City le soir pour sortir. Il y a des trucs à faire, apparemment, c'est top. Alors, tu sais, en finale NBA, il m'est arrivé d'apprécier Cleveland, donc je pense pas que je risque grand-chose. Je pense qu'on est sur le même niveau. Je pense qu'on est sur la même, c'est pas la même gamme. Cleveland et Oklahoma City. Une finale Cleveland OKC. Adam Silver va pas faire la chenille dans les bureaux de la NBA avec le staff. Non, pas sûr du tout. Ouais, ce sera pas. Non. Mais j'y crois pas à Cleveland. Mais bon, on verra. Allez, bonne semaine basket à toutes et à tous. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Ciao.